bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de débuter. On a 5 petites minutes de retard, mais on s'y attendait un petit peu, non? Donc, je vais aussi également dire bonjour aux personnes qui sont connectées en distanciel via notre plateforme, puisque voilà, ils sont aussi connectés en distanciel. Donc, bienvenue dans cet atelier, donc organisé dans le cadre de notre événement, donc Les Innovantes. Il s'agit d'ateliers de retour d'expérience aujourd'hui, d'organismes de formation. Et ces ateliers-là, puisqu'il y en a 9 aujourd'hui, organisés là en même temps, ont pour objectif d'illustrer les enjeux de la digitalisation. Et cet atelier précisément, nous allons traiter de la stratégie de digitalisation. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et d'écouter les témoignages aujourd'hui des organismes de formation, je vais vous expliquer comment va se dérouler déjà cet atelier-là. Donc, les ateliers durent à peu près jusqu'à 15h30. Donc, on a commencé avec 5 minutes de retard. On risque de finir aussi avec 5 minutes de retard. Donc, pas 17h, hein, comme c'était annoncé sur le programme. Donc, nous serons 2 du CARIF-OREF à vous accompagner aujourd'hui. Donc, moi, je suis Lauriane Borde et je suis chargée de mission animation et professionnalisation au sein du CARIF-OREF Occitanie. Et nous allons co-animer donc une deuxième personne que vous ne voyez pas, en tout cas pour ceux en distanciel, mais que vous voyez dans la salle, qui est Christine Poirier, qui va s'occuper surtout du live chat en distanciel et qui est chef de pôle offre de formation. Voilà. Et peut-être, je vais d'abord... aussi rapidement vous présenter, puisqu'on a la... Hop, voilà, vous avez tout. Mais nous sommes aujourd'hui accompagnés de 2 représentants d'organismes de formation que je tenais une nouvelle fois à remercier déjà de leur confiance et leur mobilisation pour cet atelier-là. Donc peut-être très rapidement une présentation et on développera ensuite, voilà. Bonjour à tout le monde, je suis Tiffaine Ventre, je travaille au CREPS de Montpellier, au pôle numérique. Et je suis Yves Baunel, je travaille à IM Academy, plus connu sous notre nom commercial Illusio Macadam. Voilà, donc pour le déroulé aujourd'hui, donc dans un premier temps, on évoquera le digital, pourquoi faire, à quel besoin cela répond. En tout cas, ça a répondu à nos témoins aujourd'hui, les organismes de formation aujourd'hui, pourquoi il faut s'y mettre au digital. Donc voilà, c'est un petit peu la première partie et les témoignages qui vont un peu illustrer ça. Et puis ensuite, il est évident d'aborder aussi l'investissement, les coûts. On en a parlé aussi hier lors des tables rondes avec les accompagnements possibles, mais l'investissement pour passer au digital, le temps, les moyens, les ressources pour s'y mettre et pour mettre un pied en tout cas déjà dans le digital. Et puis ensuite, nous demanderons à nos témoins des conseils un peu pratiques à appliquer rapidement, en tout cas, voilà, comment ils ont un peu débuté dans cette stratégie de digitalisation. Et puis ensuite, on aura le temps des questions-réponses, donc on va laisser quand même une grande place aux questions-réponses, entre 20 et 30 minutes, donc on aura à la fois les questions dans le cadre du live chat et les questions, voilà, on fera passer un peu le micro et vous poserez toutes vos questions plutôt à la fin, voilà, si ça vous convient. Donc avant de débuter, juste l'idée c'était de voir déjà où vous en êtes, vous, de votre stratégie de digitalisation. Donc on vous a prévu un petit sondage. Alors si vous pouviez utiliser vos téléphones portables, si vous pouvez, sinon on verra après un peu, vous nous direz. Il n'y a pas d'obligation. Sur le live chat, Christine va vous mettre normalement le lien sur le premier sondage. Alors, c'est le lien là pour y participer. Sinon, vous avez aussi la question et vous nous direz si vous n'utilisez pas vos portables. On fera aussi, avant la digitalisation, lever la main. On va essayer de faire comme ça, sinon. Donc, on vous laisse quelques petites minutes juste pour voir où vous en êtes. Et du coup, Christine, tu nous donneras les résultats. On aura peut-être les résultats. Sinon, ils répondent dans le chat, hein, Christine. Peut-être, si ça te va. Tu nous dis, c'est le plus de réponses et on verra là. Donc la question, c'est déjà, est-ce que vous travaillez déjà sur une stratégie de digitalisation de votre offre sanitaire, de votre offre de formation? Et si c'est le cas, est-ce que c'est depuis la crise sanitaire, puisque ça a accéléré un petit peu les choses, ou si c'était bien avant la crise sanitaire, ou si c'est pas du tout, et c'est en cours?
que tout le monde a répondu? Peut-être encore un peu de temps? Ok, non. J'aurais pas dû faire ça dans la caméra. Peut-être, parce que la table, ou alors on le dira peut-être dans le déroulé en disant bah, nous voilà, on travaille en réseau, nous non, enfin, peut-être c'est ça, je sais pas. Mais ça peut être bien sur la taille. Parce qu'en fait on a fait très court sur la présentation. Oui, c'était l'objectif, mais peut-être après rentrer. Moi j'avais prévu de remettre un peu clean. Alors, est-ce qu'on a des résultats? Peut-être Christine, je sais pas, ou si tu as pu le mettre sur le chat. Vous avez déjà tous répondu? Je vois les téléphones encore en cours. Si vous n'y arrivez pas, on le fera comme ça. Non, vous n'y arrivez pas? Ok. Alors du coup, on va peut-être le faire comme ça. Ça sera pas très bien pour le replay, mais... Donc, est-ce que vous travaillez sur une stratégie de digitalisation? Est-ce qu'il y en a qui travaillaient déjà sur une stratégie et qui, du coup, sont plus qu'en cours avant la crise sanitaire, déjà? Dans la salle? Ok, donc finalement très peu. Du coup, depuis la crise sanitaire, est-ce que vous travaillez sur une stratégie digitale? Ok. Et donc, j'imagine que le reste, les autres organismes ne travaillent pas encore du tout sur une stratégie de digitalisation. C'est en cours de réflexion? Je ne vois pas de oui, mais j'imagine que c'est ça, oui. Donc, on aurait une majorité d'organismes de formation qui ne travaillent pas actuellement sur une stratégie digitalisation. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cet atelier, j'imagine. Ok. Peut-être ça se confirme sur le... Ok, 50-50, donc entre oui et non. Ok. Alors pour le coup, sur le chat et en distanciel, on a des organismes qui travaillent quand même déjà sur la digitalisation. Donc du coup, alors, on va essayer de vous orienter au mieux du coup sur la meilleure stratégie de digitalisation à mener. Donc on va peut-être commencer par la première question ou dans le déroulé. Voilà, donc je reviens là-dessus. Le digital, pourquoi faire déjà? Alors, vous allez un peu nous expliquer dans votre organisme de formation comment vous avez travaillé sur cette stratégie de digitalisation. Pourquoi vous vous êtes mis à travailler sur une stratégie de digitalisation et ça a répondu à quels besoins aussi dans votre organisme de formation? Et je vous propose de commencer par vous, Yves, puisque vous êtes un peu au tout début de la réflexion, je crois, et donc voilà, peut-être nous expliquer... Oui, tout à fait. En fait, moi, je pourrais très bien être dans le rôle du candide, finalement. Donc, pour vous préciser, Illusion Macadam, c'est un groupe coopératif. Ça fait 20 ans qu'on existe. On a une activité de formation professionnelle donc dans une filiale qui s'appelle IM Academy depuis une dizaine d'années. On forme à peu près 300 personnes par an. On fait de la formation intra, on fait de la formation sur des modules plus longs qui sont inscrits au programme régional de formation. Et après, des modules courts. On est à Montpellier et sur Toulouse et on a comme spécialité d'agir dans le domaine des industries culturelles et créatives. C'est de là où on vient. La première des questions sur le pourquoi, c'est pour continuer à faire notre métier. Notre métier, c'est la transmission. Et donc, on a commencé à se poser ces questions de la digitalisation il y a quelques temps déjà, en essayant de voir comment on pouvait améliorer les relations avec les stagiaires. Alors que ce soit sur du back-office, en mettant à disposition du matériel sur des Dropbox, sur des Google Drive, tout ce qu'on peut faire. Aussi en ayant un réseau interne qui s'appelait Azendoo, qui s'appelle toujours Azendoo. C'est un outil qui nous sert en fait à nous pour gérer les tâches en interne sur le back-office de toute la structure coopérative, mais qui nous sert comme un EPN, un espace pédagogique numérique pour partager des documents, partager de l'information avec nos stagiaires. Donc ça, c'est ce qu'on faisait depuis déjà pas mal de temps. On va dire pas mal de temps, 2 ans, rassurez-vous. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que comme tout le monde, on s'est retrouvé du jour au lendemain. On a ouvert la porte de l'avion, on nous a jeté, puis on nous a dit, maintenant, tout est digital parce que sinon, tu arrêtes les formations. Et parce qu'on était confinés. Donc ça a été un choc salutaire, on va dire qu'il faut le prendre comme ça. Et on a basculé une offre qui était présentielle en offre à distance. On s'est mis à faire de la télé. On avait déjà utilisé Zoom, on connaissait l'outil pour faire des réunions. Et d'un coup, c'est devenu notre outil pédagogique. Ça a été pas facile, mais il y avait tout le monde qui était motivé, les formateurs comme les apprenants.
Et ça, c'est super important. C'est le premier enseignement, c'est que si tout le monde est motivé, même si c'est imparfait, même s'il y a du lag, même s'il y a plein de défauts, parce que la ligne sont saturées, parce qu'il y a les gamins qui jouent à l'étage, etc. Ça, c'est pas grave si tout le monde a envie. Donc ça, c'était la méthode qu'on a eue de saut dans l'inconnu. Et après, j'y reviendrai. On avait aussi décidé déjà de se faire accompagner, mais ça sera peut-être le pourquoi. On va dire ça, c'est plutôt le comment. Ce qui était important aussi de réfléchir dans la stratégie, le pourquoi, c'était d'avoir une stratégie digitale globale. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est ce que tout le monde conseille. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que sur la communication, ça fait déjà longtemps qu'on a basculé dans la communication digitale. Hein. Ça ne nous empêche pas de faire du très beau papier, hein, mais du beau papier avec des beaux dessins et de passer plus de budget sur du digital que sur des catalogues. On avait déjà aussi la question de la gestion du centre de formation. Hein. Donc, comment on fait, un ERP, on a basculé sur Dendreo, il ne nous donne pas d'argent, mais je peux quand même le dire, qui était aussi quelque chose pour fluidifier les liens avec les stagiaires, mais aussi améliorer notre efficience, hein, puisque pourquoi faire ça, pourquoi numériser, pour être plus efficace et pour arriver à continuer à faire vivre le centre de formation, plus d'efficacité dans la pédagogie, plus d'efficacité économique aussi, puisqu'on est dans un monde où il faut être affûté. Voilà pour ce qui était du pourquoi, je crois que j'ai oublié. Oui, et bien sûr, effectivement, c'est aussi un des fondamentaux des fondamentaux de cette réflexion, c'est quand même qu'on est au XXIe siècle et que si à un moment on s'est dit qu'on allait imprimer les choses sur des livres pour transmettre, peut-être que maintenant c'est une obligation. Alors j'aime pas trop l'injonction, on peut faire encore plein de choses et je pense que ce qui est vraiment intéressant c'est de mélanger les techniques, hein, mais je vois mal comment on pouvait, alors que tout est connecté, que nos vies privées sont connectées, qu'on passe déjà beaucoup de temps sur des objets connectés, se dire que la formation serait un monde à part qui n'aurait pas besoin de faire de révolution numérique. Ça, j'y crois pas trop, même si la révolution numérique de la formation, elle n'a pas attendu le XXIe siècle et que dès les années 80, on s'est posé la question avec la vidéo, avec le CD-ROM, avec le DVD, de comment utiliser ces nouveaux outils. Alors peut-être on va laisser la parole à Tiffaine Ventre, nous expliquer peut-être, parce que vous avez une expérience, la réflexion n'est pas en cours, du coup elle est déjà très très bien avancée. Oui, alors le CREPS de Montpellier s'est doté d'un pôle numérique depuis septembre 2020. Donc en fait, on a déjà, nous, une plateforme LMS. Disons qu'on travaille avec un réseau national du service public de formation qui appartient au ministère des Sports. Donc on travaille avec d'autres CREPS sur le territoire national. Et donc c'est vrai qu'on peut mutualiser en fait cette LMS. Donc c'est vrai qu'on a cette avance-là par rapport à d'autres structures. Et puis bon, forcément d'être plus gros, 21 établissements publics, plus nos partenaires, des fédérations sportives, les DRAGES, ça permet aussi de pouvoir mutualiser les coûts. On travaille aussi, nous, avec Zoom. Sur la partie visio et d'autres outils bien sûr numériques. Donc après, c'est vrai que sur ce pôle numérique, en fait, la stratégie est venue du fait de se doter de deux technico-pédagogues. Disons que nous avions déjà un pôle informatique qui était vraiment sur le côté technique, mais on avait besoin d'avoir donc deux technico-pédagogues qui ont la connaissance de l'ingénierie de formation à distance. Et pendant la crise, on a bien vu, on ouvrait la visio, on pouvait faire des visios pendant toute la journée. Il y avait que ça, donc c'était déjà bien, mais on avait besoin derrière de monter en compétence les équipes pour faire de la scénarisation à distance. Donc la plateforme LMS, elle nous permettait au départ de faire du présentiel enrichi, beaucoup d'administratifs finalement, parce que je vous ai pas dit, mais nous on a à peu près 1000 stagiaires à l'année. Alors on travaille, le CREPS travaille sur la formation des BPGEPS, des EGEPS, brevets professionnels et diplôme d'État de la jeunesse et des sports. Et nous avons aussi du haut niveau. Donc là, je vous parle plutôt de haut niveau formation. Et donc, on a 15 coordonnateurs. On a aussi des formateurs externes, donc des coordonnateurs qui devaient monter en compétences, mais aussi nos formateurs externes. Et donc, c'est vrai que cette plateforme, au départ, il l'utilisait surtout comme un centre de ressources, comme a dit Yves. On dépose des dossiers, beaucoup l'administratif, le côté Calliope compatible. Et puis, forcément, nous, on amène le pôle numérique. On est venu en renfort de ces équipes. Alors,
Vraiment, voilà, c'est le chemin faisant, hein, comme c'est écrit, petit pas par petit pas. On part du présentiel, on amène à travailler avec les équipes comment on peut amener à avoir de la pertinence à distance, de transformer la scénarisation sur le distanciel. Donc la première année, ça a été surtout de dynamiser, de voir comment on pouvait intégrer du distanciel dans nos projets d'établissement, des projets à plus ou moins grande échelle, comment on passe du PDF à de la vidéo, donc on a aussi, on en reviendra sur des investissements, mais on s'est doté d'un outil de captation vidéo, un studio RapidMOOC avec le fond vert, donc pour permettre aussi aux formateurs d'avoir un côté plus vivant quand ils veulent faire des petites capsules vidéo. Et donc voilà, donc nous on a, voilà, quand mon collègue Olivier est arrivé un peu avant moi, Olivier Lerouge, au CREPS, au départ, on lui a dit le numérique, jamais. Et puis après, il y a eu le Covid, donc forcément, ça a aidé. Et puis finalement, en fait, ça commence à rentrer aussi dans les mœurs. Donc c'est vrai on a un plan triennal de stratégie. Donc première année, dynamisation. La deuxième, c'est vraiment la structuration. Donc là, on est aussi dans la formation continue. Donc on a proposé une formation en interne à nos coordonnateurs. On aura aussi des formations pour nos formateurs externes qui ne seront pas sur le même niveau, parce qu'on se dit que pour accompagner nos formateurs externes, en fait, on va leur montrer comment utiliser l'outil, notre LMS, mais qu'en fait, il y a plein d'autres façons de faire de la formation à distance et que en fait, l'outil est là pour aider. En fait, c'est pas la baguette magique et qu'en fait, il y a plein de façons d'avoir l'utilisation de ces outils et surtout, en fait, de leur permettre de garder aussi leur propre contenu. Et ça, en fait, c'est la grande question aussi. Comment nous, si on met tout sur une plateforme LMS, on ne va pas capitaliser et leur dire l'année prochaine, on n'a pas besoin de vous, puisque finalement, on a tout votre contenu. Donc, c'est comment arriver à emmener les équipes ensemble. Et puis, la troisième année, ça sera de la capitalisation, hein, avec nos expérimentations, mutualisées. Là, on travaille, par exemple, sur un BPGEPS à passer au moins 2 UC, 2 unités capitalisables complètement à distance. Après, les autres, on a un peu du mal parce qu'on a, dans le sport, forcément, la séance de voile, il faut qu'elle soit sur l'eau, donc on ne peut pas faire de distanciel. Mais vraiment sur l'aspect théorique, en tout cas, de passer au maximum à distance, on tente, on expérimente, et puis après, l'année prochaine, on va essayer de faire en sorte que sur les autres sports, on puisse aussi intégrer nos bonnes méthodes et de bonnes pratiques. Alors sur la stratégie de digitalisation, on parle beaucoup d'outils, vous venez d'en parler. Je crois même de votre côté, Yves, en fait, vous réfléchissez là déjà à LMS, mais il faut quand même insister sur le fait que l'outil, c'est pas un préalable. On arrive à réfléchir à un outil quand on a déjà bien réfléchi à sa stratégie de digitalisation et bien aux besoins de l'organisme de formation. Parce que c'est la première question qui se pose, c'est l'outil, je prends quel outil ? Alors ça, c'est vrai que c'est prendre un petit peu à l'envers. Hein. C'est comme si pour prendre l'analogie, vous commencez d'abord par chercher une brouette, puis après vous posez la question de qu'est-ce que vous allez construire, quoi. La brouette, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le plan qu'on a derrière, quoi. Et là, on voit comme effectivement, ça demande déjà une réflexion. Alors nous, on a eu la chance, il y a eu un an et demi de la région qui était donc la région Occitanie, qui permettait d'être accompagné, et on est accompagné par Cawalern. Pareil, ils m'ont pas donné d'argent, mais ils sont à l'entrée du quorum si vous allez les voir. C'est à mon avis indispensable, puisqu'en fait tout ce qu'on a fait, ce travail de ressources, on est allé se documenter, s'il n'avait pas été organisé, on aurait foncé dans le tas, et peut-être qu'on l'aurait même pas fait, parce qu'en fait on aurait reporté des urgences, on a tout le temps, et il faut répondre aux clients, il faut monter des modules, il faut suivre des modules, il faut faire avancer le centre de formation, et c'est vrai que ça aurait pu être finalement un projet à tellement long terme. Attendons que ça soit en place. Est-ce que vraiment c'est en place la formation digitale? Oui, mais j'ai un collègue qui m'a dit que finalement ça coûtait cher. Bon voilà, hop, on arrête et c'est terminé. Ça a permis quand même de se poser la question et d'avoir une réflexion sur ce qu'il fallait mettre en place, sur qu'est-ce que ça voulait dire. La première étape, avant même de rentrer vraiment dans le dur de l'AMI, ça a été vraiment une demi-journée de formation qu'on a fait avec un de nos formateurs qui est un spécialiste de ces questions digitales et qui nous a aidé à transposer très vite nos modules en vidéo.
C'est-à-dire de commencer déjà à nous acculturer, à nous dire, voilà, là, ce qui se passe en ce moment, il faut dire vraiment aux formateurs que s'ils font du Zoom toute la journée, ça ne va pas le faire, ils vont perdre tout le monde. À la fin, ils parleront à leur bonsaï dans leur cuisine, mais il n'y aura plus personne de l'autre côté de la ligne. Et donc ça a été une première étape de réflexion sur, en fait, avant même de poser la question de l'outil, poser la question de la pédagogie. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, souvent, on est tellement dans le comment qu'on oublie le pourquoi. Et vraiment, je m'inclus là-dedans, je suis formateur. Il y a un moment, voilà, ok, on fait un super PowerPoint, on est là dans son PowerPoint, on s'extasie, on trouve ça génial. Les retours des stagiaires, chaque fois, c'est 90% de satisfaction parce qu'ils ont trop peur qu'on les saque à la fin, je sais pas. Bref, on s'aveugle et on se pose pas les questions fondamentales. Qu'est-ce que c'est la pédagogie? Est-ce que vraiment on est arrivé à faire passer le message? Est-ce on a vraiment fait tout ce qu'on a dit qu'on faisait à Calliope? Et là, le fait de reposer finalement ça dans une réflexion globale de digitalisation, avec peut-être pas que du distanciel, peut-être qu'il y aura du présentiel, peut-être qu'il y aura du synchrone, du asynchrone, tous les mots barbares que vous allez découvrir, c'est vrai qu'en fait, ça nous oblige à remettre tout ça à plat. Et donc, en fait, on a remis ça à plat. Effectivement, on est en train de travailler sur une plateforme LMS. Ça va être du Moodle aussi, parce que ça a des avantages. Alors, on nous a expliqué qu'il y a des avantages. Il y a le forum des acteurs de la formation digitale qui propose une grosse plaquette. Parmi tous les guides qu'ils proposent, il y a une évaluation de tout ce qui existe comme plateforme. Ça, c'est vraiment de la documentation que vous devez aller chercher sur les internets, parce que vraiment, ça va nourrir votre réflexion. Sinon, vous ferez comme moi, vous dites, si le formateur, si le consultant, il a dit que c'était bien, on va prendre celle-là. Donc, je pense que c'est vraiment important. Une fois qu'on s'est dit qu'on a fait ce choix, on en revient au scénario pédagogique. Et là aussi, ça, autant on ne sait pas trop comment ça marche, qu'est-ce qu'on va mettre, un peu de vidéo, un QCM, un petit quiz, une séquence comme ci, une séquence comme ça. Mais par contre, le scénario pédagogique, normalement, c'est notre métier, on maîtrise vraiment ces questions-là. Donc une fois qu'on est rentré dans cette logique, là c'est l'étape dans laquelle nous on est en ce moment dans l'accompagnement, ça y est, on a fait le choix, on a pris notre plateforme, on a commencé à mettre des jolis visuels dessus et on commence à travailler ces scénarios pédagogiques, faire un premier test de module, voir déjà quel temps ça va nous prendre, parce que ça c'est vrai qu'on parle du matériel, effectivement tu as parlé d'investissement, il y a un investissement de temps qu'il ne faut vraiment pas négliger. On en parlera peut-être après. Non, mais il n'y a pas de souci, mais on en parlera parce qu'effectivement, on est obligé d'en parler. Mais juste sur l'outil, peut-être, Tiffaine, vous avez parlé d'un outil que vous avez, je crois, changé même en cours, ou je ne sais pas comment vous en êtes arrivé. Oui, donc en fait, tous les outils numériques, en fait, ils ont une durée de vie assez courte. Donc 3-5 ans, il faut se dire que c'est obsolète. Donc en fait, il faut aussi avoir cette vision-là. Donc oui, travailler sur le scénario pédagogique, ça c'est un préalable absolument. La plateforme LMS, vous ne trouverez jamais celle qui vous convient à 2000%. En fait, c'est un outil parmi tant d'autres. Nous, on travaille avec Claroline Connect, qui est une plateforme de l'Université de Lyon. Donc c'est vrai qu'on a, voilà, comme je vous disais, on a la chance de pouvoir avoir ce réseau, mais en fait, ils arrivent au bout. C'est-à-dire que c'est trop coûteux de pouvoir mettre à jour, et d'avoir des informaticiens qui travaillent, des concepteurs qui travaillent sur cet outil. Donc en fait, finalement, l'université est en train de se poser la question d'aller sur Moodle. Et nous, forcément que ça nous impacte aussi, parce que si on doit passer sur Moodle, ça veut dire que là, on vient de former nos formateurs, nos coordonnateurs en interne, et qu'il va falloir les former. Ensuite, passer toutes nos formations sur Moodle, donc des pertes forcément de liens Internet qui vont plus marcher. Voilà. Donc c'est toute une conception, et c'est de se dire, pareil sur des outils, vous allez avoir des outils comme par exemple Geniali, où vous allez avoir des PowerPoint en ligne, mais c'est aussi d'avoir une réflexion à long terme, de se dire comment je vais récupérer, si jamais Geniali, on ne l'utilise plus dans 2-3 ans parce qu'on n'a plus envie de payer la licence, Geniali ou autre, mais comment je récupère la donnée, qu'est-ce que j'en fais, et donc ça, c'est vrai que cette réflexion sur l'outil, il faut quand même se dire que c'est obsolète assez rapidement, et d'avoir cette réflexion aussi, et de peut-être mixer les outils. Par exemple, nous, sur notre
enfin LMS, on a l'évaluation entre les pairs. Certaines plateformes ne le font pas. Par contre, nous, notre forum, il fonctionne pas du tout. Donc le forum, en fait, on n'utilise pas du tout Claco. On va utiliser un Slack, un WhatsApp, selon les publics aussi, selon leur, voilà, ce qu'ils utilisent. En fait, il faut vraiment se dire quel est notre public et comment on va comment on va utiliser la plateforme et les outils par rapport à notre public et nos formateurs également. Oui. C'est très intéressant ce que tu dis sur toujours centré sur les utilisateurs. En fait, même si vous n'avez pas de plateforme, il se peut qu'en fait vous ayez une plateforme sans le savoir, parce que en fait les stagiaires, quand c'est des formations longues, ils s'organisent. Et nous, ce qui est incroyable, c'est que quasiment chaque formation, en fonction du groupe, comment il est constitué, s'il y a des gens qui sont plus ou moins au fait des outils et qui sont plus ou moins geeks, etc., d'un coup, ça va être Discord, ça va être Slack. Ils vont avoir, en parallèle de ce que nous, on peut mettre à disposition, ils vont créer leur propre réseau social interne et finalement leur propre communauté. Ce qui est super, parce qu'en fait, ça leur permet d'échanger des informations. C'est pas juste se foutre dans la gueule du formateur parce qu'il a oublié, il s'est trompé dans ses chaussettes. C'est plutôt quelque chose qui est plutôt intéressant. Mais par contre, qu'effectivement, qui demande une grande agilité, parce que pour le coup, je crois que chaque fois, on pourrait tirer au sort. Je crois qu'on pourrait faire des paris pour savoir qu'est-ce qu'ils vont utiliser, WhatsApp, Slack, Discord, chaque fois Signal, on ne sait jamais. Alors pour continuer du coup, alors pas sur les outils mais sur la digitalisation, est-ce que toutes les formations sont digitalisables? Est-ce que vous avez tout digitalisé? Je crois que non, et notamment vous avez des formations un peu techniques sur des outils digitaux, je crois que celles-là ne sont pas digitalisées. Ouais, c'est le grand paradoxe. C'est-à-dire, par exemple, nous, on fait de la formation sur de la scénographie numérique. Et scénographie numérique, ça sera pas digitalisé, ou en tout cas pas tout de suite, parce que effectivement il y a une mise en pratique qui demande vraiment d'être là, de voir la scène, de travailler tout ce qui va être lié à l'outil. Finalement, c'est un peu comme le travail sur les consoles numériques, pour reprendre dans les métiers du son et de la lumière. C'est pas possible de le digitaliser. Et après, c'est vrai que l'injonction, c'est pas une injonction, c'est faire mieux, quoi. C'est pas faire mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? L'objectif, est-ce que c'est de faire mieux en quantité, c'est-à-dire toucher plus de monde? Est-ce que c'est toucher des gens qui sont plus éloignés des centres urbains? Nous, on travaille dans 2 métropoles, à Montpellier et à Toulouse. On sait que dans la région Occitanie, il y a des gens qui sont plus éloignés de l'offre de formation. Comment on fait pour travailler mieux avec les Cévenols, avec les Pyrénéens, avec les gens qui sont dans la montagne? Est-ce qu'il faut aussi leur trouver des solutions? Et donc, c'est vrai que de faire du digital, c'est ce que ça permet, c'est d'aller au plus près des populations, puisque c'est elles qui peuvent gérer leur temps aussi. On a ces questions-là de disponibilité. On fait des parcours, par exemple, d'entrepreneuriat. C'est la première formation qu'on va dire mettre sur la plateforme, c'est Entreprendre dans la culture, qui est une formation qui est sur 6 semaines, qu'on fait déjà depuis 5 ans à peu près, 6 ans même. C'est vrai que c'est important pour nous d'offrir cette formation pour des porteurs et des porteuses de projets de création d'activités au plus près de chez eux. Parce que sinon, ça veut dire se déplacer, des frais supplémentaires de venir pendant 6 semaines à Montpellier ou à Toulouse, alors que peut-être que s'il n'y en a qu'une partie, il faut garder le côté vraiment dynamique de groupe, arriver, c'est là où la vie de la communauté numérique est importante, mais aussi sur des temps vraiment de type camp, comme on fait un IS Camp dans le domaine entrepreneurial, pour garder des phases d'accélération de projets, des phases d'échange de pair à pair qui vont plus vite que par le numérique, mais en même temps leur permettre de gérer comme ils veulent la temporalité, de revenir sur des sujets qui ont été traités, chose qu'on ne peut pas faire à l'heure actuelle en faisant que du présentiel. Peut-être Tiffaine, oui, parce que je crois que vous avez même des diplômes d'état de golf, je crois. Oui. Oui, donc comme je vous disais tout à l'heure, après, même sur la voile, on est parti en se disant, allez, on fait tout 100% à distance, et puis finalement, petit à petit, on a un peu diminué nos pronostics. Donc on est sur un peu moins de 50% à distance. Alors après, c'est sûr qu'on enlève les périodes en entreprise, qu'on enlève tout le côté très pratique de l'utilisation de l'outil. Mais c'est vrai qu'après, je pense qu'on peut quand même
fortement digitalisé. Là, on est sur des compétences, par exemple, transverses. Et c'est vrai que le numérique, si on le fait bien et qu'on n'a pas que du cours quiz, on n'a pas que de la visio en synchrone, on peut imaginer des travaux en sous-groupe qui ont vraiment de la pertinence et utiliser des travaux asynchrones en groupe, en autonomie complète. Voilà. Il faut vraiment rythmer en fait la digitalisation, c'est repenser et être vraiment dans le côté rythmé. Et puis c'est aussi lié à nos publics. On a des publics qui sont aussi beaucoup dans le zapping, donc il faut aller sur cette tendance-là aussi. Et le numérique nous permet ça. Mais ça veut dire aussi de penser à tous nos publics, tous nos profils d'apprentissage. Et donc ça demande encore plus d'anticipation, de proactivité, parce que en cours, on se rend bien compte quand quelqu'un est en train de somnoler, qui est plus concentré. Et là, il faut imaginer un peu tout ce qui va pouvoir se passer et comment on va être très très réactif. C'est chronophage avant et c'est aussi ça demande beaucoup d'énergie quand on est dans l'action en tant que formateur sur une formation à distance. Alors ça nous fait une bonne transition pour la deuxième partie, justement, le temps et les ressources. C'est une question qui est un peu au cœur de vos préoccupations et des organismes de formation. Donc en termes d'investissement, de temps, de ressources, les outils, on en a parlé aussi, les outils pour quel usage, l'acculturation aussi des formateurs en interne, puisqu'on a pu aussi entendre hier qu'il pouvait y avoir des formateurs un peu aussi réfractaires et qui ont besoin d'être formés eux aussi. Voilà, donc du coup au sein de votre organisme, du coup déjà vous, alors, même si vous en êtes au début, mais vous avez quand même digitalisé les formations. Oui, effectivement, le premier point, effectivement, c'est l'investissement humain. C'est-à-dire qu'en fait, là on sait qu'on est sur des process sur plusieurs années, où en fait on va avoir d'un côté des utilisateurs pionniers au sein de l'organisme. Nous, notre spécificité, c'est qu'on est une toute petite équipe, 4 personnes vraiment sur l'organisme de formation. La coopérative en tout c'est 50 personnes, mais sur la formation on n'est que 4, avec ensuite des intervenants extérieurs qui sont tous des professionnels en exercice. C'est un peu notre baseline ou notre spécificité. Ça veut dire que des gens qui sont producteurs de spectacles, managers d'artistes, qui sont des spécialistes de plein de choses comme la communication, etc. Le temps qu'ils ont pour progresser en pédagogie, déjà, il est assez limité. Alors, on essaie déjà de les faire avancer là-dessus. Et le temps qu'ils vont avoir pour s'immerger dans de nouvelles techniques d'animation, il est aussi limité, puisque c'est des gens qui sont soit qu'on embauche en direct, soit qui sont prestataires, mais qui ont un temps assez limité par rapport à ça. Donc, on a un process qui va être assez phasé, on va dire, d'y aller progressivement. Dans ce temps, il y a un temps de conception, d'acculturation qu'il ne faut pas négliger, puisque je pense que là aussi, la réponse à l'appel à manifestation d'intérêt de la région nous a obligés à nous poser des questions qu'on ne s'était pas posées jusqu'à présent. Le pourquoi, etc. Et ça a pris quand même déjà toute une phase assez importante. L'accompagnement en lui-même, je crois qu'on était à plus de 100 heures qui étaient posées. Alors, quand vous expliquez qu'il va falloir prendre 100 heures dans l'année, c'est beaucoup. Ça en fait du temps qu'il va falloir récupérer par ailleurs et trouver comment on les gagne dans le restant des process pour pouvoir avoir ce temps disponible de cerveau pour arriver à ce que les personnes fassent les formations, réfléchissent au contenu, travaillent sur cette digitalisation. Donc déjà, il y a ce premier point. Après, il y a la question du matériel. C'est vrai qu'on a déjà un petit peu de matériel qui était présent. On a de quoi faire de la vidéo. C'est les outils qui nous servaient à la com. Mais on voit bien aussi les limites de ces outils qui servaient à la com. Donc là, on se dit que on va avoir. Donc nous, on gère un tiers-lieu qui s'appelle l'allotropisme, où on n'est pas le seul organisme de formation. Il y a plusieurs organismes de formation à l'allotropisme. Et on voit que là, il va falloir certainement qu'on s'équipe, qu'on mutualise quelque chose qui ressemble un peu à ce que tu as appelé, c'est quoi avec ton Green MOOC, non pas Green MOOC. Voilà, par rapport à ça, d'avoir un fond vert. Studio vidéo.
un studio vidéo de captation, ou en tout cas quelque chose qui soit un peu plus adapté que ce qu'on peut avoir. Donc ça, c'est à réfléchir pour avoir un petit peu des outils en interne. On voit qu'il y a une phase d'investissement qu'on n'a pas encore vraiment chiffrée pour l'instant. On voit quand même que ça va commencer à vite taper. Pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. En y allant progressivement, c'est chemin faisant. Donc ça, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. L'autre point aussi, c'est de bien lister tous les coûts. Et il y a le coût du travail et il y a une nouveauté. Alors une nouveauté, c'est pas une nouveauté. Si on réfléchit bien, on aurait dû se poser cette question peut-être avant. C'est la question des droits. Et c'est vrai que la question des droits d'auteur, je pense que là-dessus tu pourras nous éclairer. C'est pour l'instant, c'était quelque chose. Ben voilà, parce qu'il y avait peu de documents. Quand les formateurs ou les formatrices déposaient des documents pour les stagiaires, on ne se posait pas trop la question. Et après, ce qui était utilisé pour la formation, c'était en général les documents libres de droit. Donc, on avait un peu évacué ça. Là, maintenant, on s'aperçoit quand même que y a des droits à l'image, il y a et c'est vrai que c'est en train de rentrer dans la façon de faire, on va dire. Voilà, là j'ai un client qui me demande un devis avec justement des sessions de droit à l'image de ce que je vais amener comme présence à l'écran. Je m'étais jamais vu comédien, je vous rassure tout de suite, mais c'est quelque chose, il va falloir que je lui réponde. Il va falloir que je lui réponde, que je lui dise, Sabretan, tu veux avoir ma binette dans une petite case pendant toute ta vie, bon, combien ça vaut? Non, ça je rigole, mais n'empêche que c'est quelque chose qu'il faut arriver à démêler, parce qu'après, ça peut avoir des impacts, ça peut être source de conflits plus tard avec les gens avec qui vous travaillez plus, tant que vous travaillez avec, c'est pas pareil. Et aussi, ça pose la question, une fois qu'on a dit ça, aussi de la durée. Tu parlais de l'obsolescence du matériel, mais il y a l'obsolescence des supports aussi. On a tous vécu ces polycopiés comme on ressassait depuis des années, avec des absurdités qui étaient marquées dessus. Bon, ça se remarquait. Mais là, effectivement, quand on a passé tout ce temps à créer des supports numériques, on a envie, et moi en tant que chef d'entreprise, j'ai envie de les garder le plus longtemps possible par rapport à l'investissement, mais ça veut dire qu'il va falloir aussi prévoir de les mettre à jour et de faire un travail de maintenance de ces contenus pour les mettre à jour chaque fois, avec la question des droits. Voilà, ça veut dire est-ce qu'il faut refaire des documents, refaire des séquences, et après ça veut dire qu'on a à s'organiser, mais là aussi tu pourras plus nous éclairer que moi. J'ai compris ce que tu m'as expliqué, mais si tu pourras peut-être plus expliquer ce que ça veut dire la granularité, vraiment de travailler des petits modules pour que ça soit plus facile à modifier. Alors, oui, peut-être vous, Tivane, oui, parce que vous avez même mis en place une hotline en plus, je crois, pour les donc formateurs. En fait, pour l'acculturation des formateurs, déjà, le pôle numérique, en fait, se positionne comme ne faisant pas la place d'eux. Donc c'est vraiment, on expérimente avec, on montre. Donc c'est vrai que c'est un coût. On est deux, donc c'est au niveau RH, on est deux personnes. Donc on a cette chance-là, c'est que forcément, quand on travaille sur la formation à distance, on ne paye pas des intervenants extérieurs et on ne comptabilise pas trop notre temps, qui est assez conséquent. Et après, on a aussi une hotline, forcément. Comme tout problème numérique, quand ça ne marche pas, on veut la réponse immédiatement. On n'arrive pas à partager son écran sur Zoom, on n'arrive pas à mettre un document sur la plateforme LMS. On est joignable automatiquement. Heureusement qu'on est deux pour ça. Donc ça, c'est vrai que c'est le côté de l'immédiateté que demande le numérique. Donc c'est sûr qu'on a cette chance-là dans notre organisme de formation, et c'est pas, quand on est plus petit, je comprends que ce soit pas toujours facile d'avoir des personnes qui soient spécialistes et en support. Je voulais revenir sur quoi ? Sur l'investissement ou l'investissement. l'acculturation. L'acculturation, c'est vrai notre formation de formateur, elle est dans un premier temps de partir du présentiel, et on travaille à la scénarisation du distanciel. Ensuite, on travaille aux ressources, à la création des ressources, à la conception. Donc ça aussi, ça demande un temps assez conséquent. Quand on va donc pour le droit à l'image et au droit d'auteur, on va travailler, c'est toute une question de négociation avec nos formateurs. En fait, oui, ils ont peur que quand on va faire la captation vidéo de la ressource, qu'on va pouvoir utiliser sur toutes nos formations, on ne les fera pas intervenir sur toutes nos formations, alors qu'ils étaient rémunérés sur chaque formation. Après,
qui est important, c'est que en fait, quand on passe à distance, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait aussi beaucoup. Nous, on appelle ça des coachs, mais en fait, on a besoin d'accompagnement de nos stagiaires. Donc, finalement, en fait, ce temps-là, on contractualise avec ces intervenants pour qu'ils interviennent en appui sur l'individualisation des parcours, sur de l'accompagnement, du tutorat, enfin voilà, vous appelez ça comme vous le souhaitez. Nous, c'est du coaching, mais c'est vraiment pour les accompagner à la structuration de leur dossier final. Enfin, voilà. Donc, c'est l'accompagnement aussi humain qui peut se faire à distance, mais par rapport à tout le contenu qui va être présenté sur la plateforme LMS. Et donc après sur l'outil, enfin forcément nous on a aussi fait un investissement, comme je vous disais, sur le studio RapidMook qui est autour de 25 000 €, donc forcément c'est un gros coût, mais en fait il y a énormément d'outils numériques actuellement que vous pouvez trouver, qui sont gratuits ou à des coûts tout à fait corrects. Vous avez OBS Studio, vous avez c'est des capacités, enfin même Zoom commence à pouvoir vous intégrer dans le PowerPoint. Donc enfin en fait il y a plein de solutions qui sont il faut être tout le temps en veille en fait. Donc ça aussi c'est un temps à bien y penser dans vos équipes, c'est qu'il faut avoir ce temps de veille qui soit posé. Et ça aussi, voilà, ça demande quand même un temps certain pour pouvoir aller tester, expérimenter et faire le retour aux collègues, parce que c'est quand même ça aussi l'intérêt, c'est qu'il y en ait au moins un ou deux qui fassent ce temps d'expérimentation pour ensuite donner la direction. Est-ce que ça vaut le coup qu'on investisse, qu'on n'y aille pas, comment vous faire un petit tuto pour utiliser l'outil assez rapidement. Alors, on a vu que c'était coûteux, on a vu que ça prenait beaucoup de temps, mais on imagine qu'il y a quand même un retour sur investissement, sinon on n'irait pas sur la digitalisation. Peut-être on commence par vous, Yves, ou Tiffaine peut-être, allez. Alors, le retour sur investissement, forcément, nous, on voit à une grande échelle, même au niveau national, de se dire que tout ce qu'on a pu créer, oui, je suis pas revenue sur la granularité, mais c'est vrai que toutes ces ressources qu'on a pu créer, on les partage au sein de notre réseau national, donc forcément que voilà, tous les CREPS peuvent utiliser des ressources qui sont transverses dans tous les diplômes. Donc ça, ce sont un investissement qui forcément aura un gain à plus ou moins long terme. Et donc c'est vrai que voilà, il faut vraiment travailler sur cette granularité pour ne pas avoir à, justement, quand une ressource est obsolète, d'avoir juste une petite partie à refaire. Donc c'est là aussi où, de toute façon, même une capture vidéo, vous voyez, si vous êtes un peu connaisseur sur YouTube, vous voyez, si vous avez déjà posté sur YouTube, vous voyez les graphiques des courbes de captation de votre auditoire. On voit que très rapidement, au bout de 5-10 minutes, les auditeurs sont plus présents. En fait, il faut des formats très très courts. Et finalement, le format court nous permet aussi de refaire assez rapidement une ressource et donc en fait d'avoir la possibilité de renouveler quand elle est obsolète. Donc après voilà, le retour sur investissement, un gain, voilà, même financier, vous en parliez aussi sur le nombre de stagiaires aussi. Voilà, sur forcément là on a vu il y a des BP qui ont été mis à distance. On est passé de 20 stagiaires à 120 stagiaires. Donc une grande forcément une grande réussite. Par contre, c'est vrai que voilà, il y a quand même ce temps d'accompagnement des 120 stagiaires avec un coach pour une dizaine de stagiaires qui n'étaient pas présente avant dans le présentiel, mais c'est vrai que ça permet aussi par rapport à, puisqu'on n'a pas parlé de ça, mais nous, notre enjeu, c'était un enjeu en interne d'être dans le digital, mais il y a un enjeu face à la concurrence, forcément. On se dit, il faut être présent et il faut voir ce qui se fait sur le territoire aussi et de nos concurrents directs, et ça, voilà, ça permet aussi d'avoir une visibilité, parce que 120 stagiaires par rapport à 20, forcément, il y a des retours positifs et ça amène d'autres. Là, on a été obligé de diminuer aussi. On avait encore plus de demandes et on a été obligé de fermer la formation avant, parce qu'on ne pouvait pas avoir 200 stagiaires, c'était pas humainement possible, même à distance. Peut-être Yves, sur le retour sur investissement, déjà même sur la pédagogie, vous disiez qu'en interne, ça avait
Oui, alors pour parler vraiment sur le retour d'investissement, on peut voir déjà l'impact qu'a eu pour ceux qui n'ont pas pu passer en distanciel cette année compliquée avec le confinement et le Covid. C'est clair que y a ceux qui ont pu continuer à travailler et qui ont pu bénéficier de personnes qui avaient du temps pour se former. Et en plus, il y avait des dispositifs pour aider les gens à aller vers la formation professionnelle. Donc effectivement, nous on voit bien, ça a été une année où finalement on a connu un bon chiffre finalement, paradoxalement. On n'a pas arrêté de travailler, quoi, et on a même travaillé plus que d'habitude. Et les collègues qui n'ont pas pu basculer, ils se sont retrouvés à connaître des baisses, et pour certains avec des très grandes difficultés à la clé, parce qu'en fait, ils n'ont pas été capables de faire la bascule aussi rapidement. Donc ça, c'est un premier point. Nous, le point qu'on voit aussi, c'est qu'on fait de la formation d'une manière pas un peu marginale, mais on voit bien à l'étranger, principalement avec l'Institut français, et le coût en fait d'envoyer des formateurs en Afrique, par exemple, ou en Amérique latine, c'est démesuré. C'est démesuré parce que finalement, vous facturez quelque chose d'assez fort, et finalement, c'est Air France qui prend le bénéfice. Sans parler du bilan carbone qui n'est pas terrible, quoi. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça a vraiment du sens? Et là, on se dit qu'il y a quelque chose à creuser parce qu'effectivement, c'est des perspectives. La francophonie, ça peut être vraiment quelque chose aussi sur lequel s'appuyer. Et là, on commence à le voir. On a commencé à le voir là aussi en faisant de plus en plus du distanciel à base de vidéos. Mais on voit que là, ça, c'est des gains. Et là aussi, on va dire que l'argent, il reste dans l'organisme de formation. Il part pas chez Air France et consorts. Donc, on paye moins de billets d'avion, moins d'hôtellerie, plus de rémunération. Donc, c'est plutôt pas mal. Sur ces retours d'investissement, je pense qu'effectivement, là, on est sur du factuel. Effectivement, on espère tous que ça va faire plus de stagiaires, que ça va aller chercher de nouveaux marchés. Effectivement, la question de l'image, elle est importante. Nous, on a bâti, on s'est construit sur une notion d'innovation sociale très forte, puisqu'on est en coopérative et que ça fait partie des valeurs d'Illusion et Macadam. La question de l'innovation technologique, elle ne peut pas nous passer à côté. Et comme on a par ailleurs des actions dans le numérique sur le côté, on va dire, artistique du numérique, ça nous paraissait important de rester à la page up-to-date pour faire un peu le branchouille. Non, c'est vrai que c'est important en tout cas de rester dans la boucle et de se dire qu'en termes d'image, est-ce qu'on peut imaginer qu'on est toujours chez les innovantes ou chez les innovants si on ne bascule pas? Et là, c'est pas un retour sur investissement, c'est une perte en termes d'image. C'est-à-dire le procès en ringardisme, il peut être terrible. Encore une fois, que vous fassiez toute une formation poids lourd en présentiel, ça me rassure. C'est plutôt rassurant de savoir que les gens conduisent vraiment des camions et qu'ils font pas tout ça avec un joystick chez eux. Mais n'empêche que je crois qu'on est tous tenus et toutes tenues d'avancer là-dessus et que le coût sera toujours supérieur si jamais on bascule dans le ringardisme et si on bascule dans quelque chose qui serait de pas suivre les innovations qui sont les innovations de notre secteur. Et au final, sur la mobilisation des formateurs aussi en interne, donc vous les avez culturés, mais est-ce qu'il y a eu des formateurs réfractaires, ou alors est-ce que finalement, parce que vous disiez que ça avait un peu permis de repenser aussi la pédagogie et peut-être même re-questionner tout ça et mobiliser aussi les formateurs? Alors effectivement, alors il y a la question de la disponibilité. Il y a l'envie et le temps qu'on peut y consacrer. Ça, on va dire qu'il y a une dichotomie. Mais effectivement, on a eu des retours assez positifs. Et je pense qu'effectivement, ça permet aussi pour tous les formateurs, que ce soit des formateurs en interne, on est peu à faire de la formation, à être en CDI sur le groupe. Mais par contre, pour les formateurs externes qu'on a, c'est vrai que c'est une façon aussi de les maintenir à niveau. Et pour eux, c'est une formation continue, c'est avoir une autre corde à leur lire, être plus performant quelque part, en sachant faire quelque chose qu'ils ne savaient pas faire. Et donc, ils s'aperçoivent tous et toutes qu'il va falloir quand même monter en gamme là-dessus. Et donc, on voit qu'on a des retours plutôt positifs et on sait que ce process qui est enclenché, comme on essaye on va dire que dans cette idée de formation des formateurs, on est sur un processus qui va être certainement sur plusieurs années pour continuer à creuser ces questions et amener tout le monde à un certain niveau qui lui permette de monter ses propres scénarios et qui sait de monter des modules sur la plateforme.
Puisque ça aussi, pour nous, c'est un enjeu, c'est que cette plateforme, on la nourrisse et que ce ne soit pas la plateforme d'une seule formation, quoi. Peut-être Tiffaine, si vous avez... Oui, alors comme je disais au départ, c'est vrai qu'on était sur du présentiel enrichi, donc déjà on a certains formateurs qui déjà voient que le numérique, ça permet aussi d'avoir... par exemple sur des visios, d'être en présentiel et d'avoir des stagiaires qui sont sur des compétitions dans le monde, donc ils vont avoir des besoins de captation en même temps que leurs cours. Donc en fait, nous, on apporte cette touche-là. Donc finalement, on rentre dans leur univers et on parle de la plateforme LMS et voilà, on arrive à rentrer, enfin, pour les plus réfractaires, il faut arriver à rentrer par leurs besoins, en fait, et nourrir leurs besoins individuellement. Par exemple, on a un formateur qui partira bientôt à la retraite, qui a fait énormément de vidéos sur DVD. Là, quand il donne les DVD à ses stagiaires, ils le mettent sous une chaise ou une table bancale. Il n'y a même plus de lecteur DVD sur nos PC, quoi. Donc, en fait, là, on fait un super boulot avec lui, parce qu'en fait, on repense complètement comment il a pu créer ces vidéos et voir comment nous on va les scénariser et se dire on va le mettre à disposition de la communauté apprenante et en fait on réfléchit à toute une scénarisation autour de ça pour que en fait ça puisse vivre et ensuite il y ait aussi, en fait voilà, comme tu disais Yves, il faut derrière que ce soit mis à jour, qu'il y ait des personnes qui soient présentes dans la structure pour créer des webinaires autour de cette thématique et qu'on continue à faire vivre et qu'en fait on ait des stagiaires qui étaient présents, qui continuent à vouloir venir aussi, garder cette communauté apprenante sur du long terme. Et ça, c'est aussi très enrichissant pour ces professeurs qui voient plus loin que l'année de leur diplôme, en fait, et qui se disent qu'il y a des solutions différentes à la formation à plus long terme. Voilà. Déjà, c'est... Et puis après, on intervient sur de la formation continue pour ceux qui sont les plus motivés, mais vraiment pour les plus réfractaires, c'est d'arriver à les capter sur leurs propres besoins. Je pense que c'est essentiel. Je vous propose de passer à la dernière partie, si on a tout dit sur le temps et les ressources. Donc, vous avez déjà quand même donné beaucoup de conseils, mais est-ce que vous avez des conseils, des bonnes pratiques, des conseils simples pour se mettre là au digital, puisque ça peut paraître aussi être une montagne aussi, voilà, donc sur des choses assez simples, basiques, pour s'y mettre rapidement. Le premier point, c'est vraiment de rester dans cette notion du bénéficiaire, d'être vraiment sur l'utilisateur, l'usager, l'usagère. En fait, je vous racontais une anecdote moi je viens du secteur musical, et c'est vrai qu'en fait, la bascule, elle s'est faite il y a pas mal de temps. Et si vous réfléchissez, vous aussi, dans votre univers quotidien, maintenant, il y a une grande partie des tutoriels qui ont remplacé les livres de cuisine, qui ont remplacé tout ça. Donc, c'est de se poser la question si spontanément, jeune ou vieux, quand ils recherchent une façon de faire, réparer un moulin à café, un vélo ou que sais-je, ils vont sur YouTube taper la question et chercher comment faire, ça veut dire qu'on a déjà bien basculé là-dedans. Et quand je parlais avec des profs de musique, ils étaient un peu horrifiés de savoir qu'il va faire ça, ça fait de la concurrence et tout. Et en fait, ce qui m'a vraiment super étonné, c'est que, en fait, à l'heure actuelle, il y a une offre massive, commerciale, internationale, qui est là-dessus, avec des masterclass. Si vous allez voir masterclass.com, par exemple, dans le domaine artistique, c'est des classes avec des signatures incroyables qui vous font des cours particuliers, etc. Et c'est un musicien de jazz que j'accompagnais, qui est un des plus vieux et plus célèbre musicien de jazz, on va dire quelqu'un de très très pointu. Il cherchait à se former sur un jeu très particulier comme Lionel Hampton avec 2 maillotches, etc., un truc de dingue. En fait, il n'a pas trouvé en France, et donc en fait, il s'est formé comme ça sur une plateforme américaine. Et c'est lui qui m'a dit, mais tu vois, moi j'ai 60 ans, c'est là où je vais chercher l'information, c'est là où je vais travailler. Donc ça veut dire qu'on est obligé déjà de se faire de la veille concurrentielle,
veille sur la façon de faire, regarder comment elle marche la pédagogie. Et je me suis dit, si un musicien de cette trempe, il trouve qu'en fait avec ça lui a permis de progresser alors qu'il a 50 ans de jazz dans les pattes, ça veut dire que c'est pas si mauvais que ça. Ça veut dire qu'on peut faire du très qualitatif à distance et que c'est pas parce qu'on n'est pas juste à côté de son professeur qu'on n'avance pas. Donc ça c'est le premier point, de regarder effectivement ce que vous pouvez faire petit à petit. Ce qu'on a dit tout à l'heure sur des utilisations déjà des réseaux sociaux ou d'entreprises pour faire passer l'information, faire vivre la communauté des stagiaires. Ça, c'est déjà un premier point. Un espace pédagogique numérique, effectivement, ça peut être juste un drive sur lequel vous mettez des documents où ils peuvent poser des devoirs ou des choses à faire et maintenir un échange via Slack ou WhatsApp ou que sais-je. Voilà, donc ça c'est vraiment de la politique des petits pas. Et ensuite, continuer à nourrir vos réflexions. Voilà, le Scene of Death a fait des petits webinaires sur le numérique qui sont super, avec des cas vraiment, c'est du retour d'expérience. Chaque fois, ça a duré 1 heure et quelques, retour d'expérience, super. La fédération, effectivement, des acteurs de la formation digitale, FFFFOD, il y a 3 F avant, comme la Fédération française de foot. Et en fait, c'est vrai que c'est intéressant de regarder tous les guides qu'ils proposent et de suivre l'évolution. Si vous vous intéressez, c'est un peu geek, vous pouvez regarder une structure qui est de Montpellier qui s'appelle Appvisor. Appvisor avec 2P fait vraiment une veille de dingue sur toutes les solutions numériques pour les entreprises. C'est bien plus large que la formation pro, mais il parle notamment de pas mal de solutions que vous pouvez vous emparer pour enrichir vos formations. Ça, c'est vraiment de la veille, quoi. Et je crois que c'est important. Et bien sûr, de suivre des réunions comme ici. C'est ce que j'allais dire. Et pour la veille aussi, vous avez la veille du Carrefour Occitanie. Ouais, donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous dès aujourd'hui. Alors peut-être, Tiffaine, vous souhaitiez aussi parler des outils, de ne pas avoir peur aussi de l'outil, voire même d'aller sur des outils gratuits, oui, de voilà, les tester. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un vrai changement de posture du formateur. Le contenu, il existe sur Internet. Nos stagiaires, ils savent aller le chercher. Donc le formateur, et c'est aussi là sur le droit d'auteur, enfin, en fait, on les amène à être des facilitateurs, des accompagnateurs, enfin des coachs de nos stagiaires et de les amener à aller regarder telle ou telle ressource. Finalement, elles sont disponibles. Donc ça, c'est vrai que c'est déjà un premier point sur ce changement de posture. Et donc l'utilisation des outils, oui, on n'est pas obligé même d'avoir un LMS très performant. Moi, au départ, j'ai commencé avec, alors je ne fais pas de pub pour Microsoft, mais sur un OneNote associé à un OneDrive. Le OneNote me permettait d'avoir un cours assez bien précis, et puis le OneDrive avec tous les documents. Enfin, en fait, il faut arriver, enfin, on peut le faire avec Google aussi. Enfin voilà, arriver à trouver différentes solutions. Je vous disais tout à l'heure, le studio, oui, il nous a coûté 25 000 €, mais en fait, il y a OBS Studio, il y a qui est gratuit, gratuit avec des versions différentes. Vous pouvez payer 10 € au mois pour avoir la version optimale, mais je veux dire, il y a énormément d'outils. Donc, il faut aller sur les réseaux, sur LinkedIn, vous avez quand même pas mal de veille aussi, sur Internet. Il y a Outils que moi, j'utilise beaucoup, sur le Carrefour-F. Voilà, différents acteurs de la formation. Vous pouvez aller sur le blog du RNSPF. C'est notre blog qu'on nourrit assez régulièrement. En fait, on fait aussi, pareil, voilà, une veille et des tutoriels. Chacun vient parler de son expérience sur ce réseau national. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à faire de la veille, c'est essentiel. Faire de la veille et quand même tester les outils, ce qui permet aussi d'accompagner les problèmes techniques, parce que ça peut être aussi en utilisant des outils... Voilà, c'est ça. L'intérêt, c'est d'avoir une personne dans votre OF qui va tester, qui va expérimenter. Et forcément, voilà, c'est pareil, faire un petit tutoriel, alors que ce soit en PDF ou en vidéo. Et puis, oui, avoir quelqu'un qui fera la outline et qui va être présent sur les soucis techniques. Et après la veille, du coup, Yves, aussi, vous conseillez aussi de favoriser quand même les échanges un peu de pratique aussi entre formateurs, entre pairs? Oui, tout à fait. Il faut profiter des espaces professionnels pour en discuter.
C'est vraiment comme ça, en discutant de pair à pair, qu'on avance, en voyant, nous on a une fédération des organismes de formation professionnelle de la culture, où on se pose beaucoup de questions. Il y a des gens de toute taille, ça va de l'INA jusqu'à IM Academy, donc autant vous dire qu'il y a un certain gap. Mais c'est vrai que sur ces réflexions, quelque chose qui nous a beaucoup appris, c'est aussi d'avoir été utilisateur, d'avoir fait des MOOC par exemple, voilà, de voir comment ça fonctionne, quand on est, alors les MOOC c'est vraiment quelque chose de particulier, mais quand vous êtes stagiaire, que vous suivez un MOOC, vous voyez tout de suite le process, ça vous permet, vous qui êtes professionnel, de voir dedans dehors, quoi. Vous êtes centré là, vous êtes sur votre propre expérience, et ça vous permet de voir les limites et en même temps les possibilités, de jauger des possibilités. Pareil, là je viens de faire une formation en anglais à distance. J'ai vu ce que ça voulait dire, être de l'autre côté et râler parce que ça marche pas. Voilà, la hotline, où c'est calé. Les Anglais, ils sont pas très forts en hotline, hein. Mais ou c'est moi qui suis pas très fort en anglais. Faut voir, c'est peut-être un peu des deux. Mais c'est vrai qu'en fait, voilà, ça permet de se mettre à la place encore une fois. Des stagiaires, et de se dire, ben voilà, ça c'est vraiment des outils. Moi, ce qui m'a bluffé, par exemple, c'est c'est l'utilisation de choses qui sont vraiment très basiques, comme les Padlet, là, des petits espaces pour prendre des notes sur les formations. Ça marche vraiment à fond, quoi. Et ça, c'est vraiment basique. Et comment finalement partager un PDF sur Zoom et cocher des choses en live, ben ça crée une interaction que je pensais vraiment qui était au degré 2 de l'interaction, et en fait ça fonctionne. Donc c'est ça qui est surprenant, c'est aussi de casser un peu ces visions et de penser qu'il n'y a que des solutions super compliquées, on devrait faire de la 3D mais on n'a pas les moyens donc on ne le fait pas. Ben, finalement peut-être qu'avec des solutions un peu comme ça, qui sont un peu de la bricole, avec du Zoom, avec des solutions que vous avez déjà, partager des écrans, des choses que vous savez faire, vous pouvez déjà amener une interactivité assez forte avec vos stagiaires, et que ça peut être déjà un premier point pas très compliqué. Et là aussi, c'est en échangeant avec les collègues qu'on voit qu'on peut nourrir ces formations déjà de choses comme ça, qui vont vous servir aussi sur le présentiel. Puisque finalement, on s'aperçoit que quand on se pose la question des quiz, par exemple, finalement, un quiz comme on fait là en live, c'est pas mal. Ça marche aussi finalement, plutôt que de se dire on est tout le temps dans le truc super sérieux, s'ils n'ont pas voilà, par exemple sur la taille de la ressource, on avait tendance à charger, puisque bon voilà, on était sur des choses digitales, mais on mettait, je sais pas, 30 gigas de documents à lire, à peu près une vie entière de bibliographie. Ça sert à rien parce que il faut condenser. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'en échangeant avec les pairs et avec le conseil aussi, on a pu voir qu'il fallait un peu diminuer, en mettre moins mais mieux. Et après, pourquoi pas, si les gens veulent aller plus loin, leur donner des liens, mais moins charger la barque. Ça sert à la fois sur du distanciel, puisque c'est la réflexion, les parties du distanciel, mais sur le présentiel, on fait la même, quoi. Oui, je voulais réagir sur se mettre à la place de l'usager. C'est vrai que en tant que formateur, il y a des fois où on se dit à distance, mais ça va de soi, ils le sauront. Enfin voilà. Et en tant que sachant, il faut vraiment se repositionner, à se dire, est-ce que ma consigne est claire, est-ce que vraiment j'ai donné toutes les informations, parce qu'il y a des petites choses qui peuvent paraître aller de soi et finalement ne le sont pas. Donc c'est aussi de se dire, je le fais lire à un collègue, et si lui il comprend pas, le stagiaire comprendra pas. Donc ça, c'est une bonne chose aussi dans les équipes de pouvoir le faire. Et c'est vrai que sur les vidéos, pareil, c'est ce côté de petit, comme tu disais Yves, d'avoir... pardon, j'avais une idée qui m'a traversé l'esprit. Tu disais les quiz... bon, c'est pas grave, ça reviendra. Désolée. Si ça revient. Oui, l'interactivité, oui. C'était de se dire que finalement aussi on peut faire confiance à nos stagiaires, c'est-à-dire que même sur des... moi j'ai été confrontée par exemple à me dire je veux en donner beaucoup, on est quand même timé sur du distanciel, et par exemple je sais qu'il y a des personnes qui sont quand même assez éloignées de l'outil informatique, mais c'est de se dire dans des travaux en sous-groupe, je vais essayer d'abord de faire d'avoir une évaluation en amont, mais sur l'utilisation de l'outil, qui n'a rien à voir avec la formation. Mais au moins, ça me permet de faire des sous-groupes de niveau, justement hétérogènes, avec au moins une personne qui va savoir
utiliser un Padlet, savoir partager son écran. Et finalement, ceux qui sont plus éloignés n'auront pas le problème technique. Par contre, en échangeant, ils se rendront compte qu'ils peuvent y accéder facilement, que finalement, le Padlet, la prochaine fois, ils utiliseront quand même le lien. Et en fait, en échangeant entre pairs, ils montent quand même en compétences. Parce que ce qui est difficile avec l'outil numérique, c'est de se dire, on veut les faire monter en compétences sur la thématique de la formation prévue, mais combien de temps ça va prendre la montée en compétence de l'utilisation de l'outil numérique? Et ça, c'est pareil en fait, il faut aussi prendre du temps en amont d'une formation sur l'outil technique de la hotline avec nos stagiaires, c'est de se dire, voilà, il y a un temps nécessaire donc nous, on prend du temps à se dire, on pose du temps en présentiel ou à distance, mais on explique comment fonctionne la plateforme, comment, tout va quels outils on va utiliser, et on vérifie les codes de connexion, on vérifie tout ça avant de se lancer dans l'auto-formation, parce qu'ils se retrouveront tout seuls. Donc là, au moins, on a ce moment au moins en présentiel avec eux, en synchrone avec eux. Eh bien, merci. Là, on arrive à la fin, au moins, des témoignages. Donc, avant de donner le mot de la fin, on va vous laisser aussi la parole. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat, mais j'espère qu'il y en aura dans la salle. Donc, je vais passer un micro. Il y a un micro là, ouais. Questions, c'est mieux pour témoignages, et je vais passer un peu. Et je ne sais pas s'il y a des questions déjà sur le... Peut-être relancer. J'espère que vous avez des questions. Alors moi j'ai une question pendant ce temps-là, en fait, multimodal, qui c'est qui peut faire une bonne définition de multimodal? Moi? Ou alors on pose... Je réponds. Je sais pas, est-ce que ça intéresse? Vous avez besoin de... la multimodalité, c'est vraiment d'utiliser l'ensemble de la capacité numérique, donc du présentiel, du distanciel, du synchrone, de l'asynchrone, du travail en groupe, en petits groupes, en présent, avec l'ensemble du groupe, que ce soit des travaux, de l'évaluation entre pairs, de l'évaluation par le formateur. C'est toute cette panoplie de serious game, de réalité virtuelle. C'est d'arriver à avoir ce panel possible à disposition de nos formateurs et de nos stagiaires. Et vous pouvez faire des serious games en ayant une LMS complètement basique, hein. C'est faisable. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément une plateforme qu'on vous vendrait comme la Rolls-Royce du serious game. En tout cas, si vous scénarisez bien votre module, vous pouvez tout à fait le faire en serious game. Ça te va comme réponse? Alors, on a une question. Merci. Moi, j'avais une question pour vous, monsieur, parce que vous avez fait un choix, je crois, de stratégie digitale plutôt accompagnée avec un conseil, ou avec plusieurs conseils d'ailleurs, parce que sur les différents champs, que ce soit communication, gestion et puis pédago, est-ce que vous aviez des conseils différents? Non? Alors effectivement, le conseil on l'a eu sur la partie pédagogique, sur la LMS, et c'est vrai que sur la partie com, c'est une bascule qu'on a fait déjà depuis longtemps, et sur la partie gestion, ça a été vraiment très compliqué de trouver. On a beaucoup questionné les collègues. C'est les collègues qui nous ont permis d'avancer, et je pense que là aussi, ça sera à l'usage si on voit si le RP qu'on a en ce moment. Il est assez performant, et après aussi il y a vraiment cette question de CRM, de lien avec les clients, avec les usagers, qui est amélioré, et voir comment ça peut être intégré dans une logique à la fois commerciale mais aussi pédagogique. D'accord. Alors sur le champ justement pédago, puisque vous avez été conseiller, vous avez fait le choix, parce qu'on voit bien que passer au digital, ça nécessite de réinterroger l'ingénierie de la formation. Quel choix vous avez fait? Vous avez fait un choix d'un professionnel de l'ingénierie, de la réingénierie de formation pour travailler la granularisation de la formation plutôt que l'outil, ou plutôt l'outil par rapport à la pédago? Alors là, en fait, on avait une contrainte par rapport à la question, à l'aide de la région, en fait, qui nous proposait différents organismes, différents consultants. C'est vrai que Kawalearn, en fait, c'est des ingénieurs pédagogiques spécialisés dans le numérique, et en même temps, ils maîtrisent bien aussi des questions qui sont plus vastes, justement sur cette réflexion aussi, sur des questions qui sont un peu de la
du marketing aussi par rapport au développement sur d'autres pays. Ça, c'est quelque chose, nous, on ne l'avait pas pensé. C'est eux qui nous y ont fait penser en disant, mais vous travaillez en Afrique, ça vous dirait pas de faire des choses pour la francophonie? Ah ben si, c'est pas bête. Et ça, vraiment, c'est cette qualité-là. Et après, je pense que c'est important l'outil vient finalement, c'est une solution, vous en utiliserez peut-être d'autres, comme à un moment donné, voilà, vous utilisez un ordinateur de telle marque, vous allez changer, voilà, il ne faut pas non plus... alors moi je viens aussi du numérique, donc c'est des choses que j'étais pas si éloigné que ça, mais je viens du numérique un peu il y a longtemps, donc je pensais plus DVD que LMS, mais ça veut dire qu'en fait il faut vraiment se poser la question du contenu, du pourquoi. Et après, le comment, il vient avec la question des moyens aussi. Et Moodle, si on a choisi Moodle, c'est aussi par rapport à des moyens, à ce qu'on pouvait développer en interne et combien ça allait nous coûter à court terme pour pouvoir implémenter en fonction de, voilà, le jour où on aura 2000 stagiaires, peut-être qu'on réfléchira différemment. Alors, est-ce qu'il y a une question? Si je peux juste compléter, c'est vrai que même l'outil, nous, on se pose la question en fait de se dire est-ce qu'on va rester sur une seule plateforme LMS, parce qu'en fait, on travaille avec plein de partenaires. Par exemple, notre CFA, le CFA avec qui on travaille a une plateforme Moodle qui n'est pas la nôtre. Et puis on travaille avec le ministère, des ministères qui utilisent Mentor, ils utilisent Magister. Donc se dire, en fait, finalement, si nous on apprivoise, parce que c'est compliqué au départ de rentrer dans une plateforme, mais finalement elles se ressemblent quand même un peu toutes dans le fonctionnement. Enfin, il y a des petites subtilités sur chaque plateforme, mais finalement ça vaut le coup aussi d'ouvrir le champ des possibles et de se dire avec quel partenaire je travaille ou quel public et quelle est la meilleure plateforme à utiliser. Donc ça vient dans un second temps peut-être, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de ne pas se limiter à une seule plateforme et de regarder ce qui se passe ailleurs et ce qui peut être utilisé. Oui, bonjour, Nathalie Lamuelac, métier Nouvelle-Aquitaine. J'aurais voulu savoir si la digitalisation avait impacté la nature de votre offre et de quelle manière. Alors je dirais pas encore. Pour l'instant, on est vraiment dans le test. On est en train de transformer déjà un premier. Là, au moment où on en est, on a vraiment, à part ce qui se faisait déjà un peu à distance, on va dire que sur l'offre de formation, non. Sur l'offre de conseil, oui. Je réfléchis en même temps que je réponds. C'est vrai que sur le conseil, on en fait déjà un peu plus à distance. Et on a vu que c'était pas mal, des fois, de segmenter plus les interventions de conseil, comme beaucoup de prestataires de conseil qui font ça à distance. Ça permet en fait de focuser sur des plans de 2 heures sur un sujet bien précis, en tête à tête avec peu de monde. Ça marche bien. Ça marche bien. Ça, c'est déjà eu un impact effectivement sur notre offre, puisque ça veut dire que quand on fait ça à distance, encore une fois, on n'a pas tous les frais de transport, d'hôtellerie, etc. Et ça permet de maintenir des coûts assez bas. Ce qui est bien pour le client et ce qui est bien pour nous. Et ensuite, pour la suite, effectivement, là, on va se poser très clairement la question d'avoir des propositions multimodales sur une, voire plusieurs formations longues. Donc longue à notre échelle, c'est plusieurs semaines, c'est pas plusieurs années. Donc c'est vrai que ça va avoir un impact sur 2022 et plutôt sur 2023. Dans notre phasage, on est plutôt là-dessus. On est dans une phase d'investissement, d'acculturation, de compréhension. Et après, effectivement, il va falloir commercialiser assez rapidement, parce que quand même, il faut avoir un retour sur le temps qu'on y ira passer. Et nous, c'est le contraire. On passe en fait d'une formation longue à des formations courtes qui peuvent être commercialisées. Donc l'idée, c'est de se dire, on a créé des MOOC modules d'auto-formation pour nos formations longues, donc de les incorporer dans ces formations longues. Et de se dire comment on va pouvoir les utiliser aussi et les intégrer dans de la formation à distance courte, voilà, sur des modules plus courts. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, il y en a une devant, Bruno. Merci. Alors moi, j'avais une question surtout pour la partie sportive. Vous avez parlé des BPGEPS, des DEGEPS. Donc j'ai du mal à imaginer de la digitalisation sur les parties pratiques, donc UC3, UC4. Et donc j'imagine que vous êtes concentré sur les UC1, UC2. Et ma question, c'est est-ce que du coup vous avez mis en commun les stagiaires des différents diplômes ou des différentes formations ensemble pour que ça soit enrichi au niveau des projets d'animation? C'est une question un peu technique.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc les UC1, UC2, c'est de la gestion de projet, la connaissance des publics. UC3, UC4, c'est l'animation technique, enfin voilà, le côté très pratique du métier d'entraîneur ou de moniteur d'un sport. Et c'est vrai qu'on a quand même pensé à digitaliser une partie de la théorie de l'UC3, UC4, tout ce qui peut l'être, puisque après forcément c'est de la pratique, on est sur le green, hein, pour le golf, on est sur le bateau pour la voile. Et en fait, oui, cette réflexion, alors déjà UC1, UC2, c'est de se dire on va mutualiser à l'échelle de l'établissement. On est en train de même peut-être de réfléchir, alors voilà, de se dire est-ce qu'on peut pas mutualiser à l'échelle de l'ensemble des CREPS. Enfin voilà, ça peut être un axe qui pourrait être intéressant, de se dire en fait tous les stagiaires font à distance de l'UC1, UC2, peu importe l'endroit où ils sont, et ils viennent faire le technique sur le CREPS qui a cette compétence-là, enfin ce diplôme-là. Et après, vraiment, oui, l'intérêt, c'est justement sur l'UC1, UC2, de se dire on va pouvoir mixer au moins déjà différents publics, et après, pourquoi pas l'UC3, UC4, mais déjà au moins sur cette richesse de mixitude des publics, parce que par exemple sur les BP Golf, on a beaucoup plus de personnes en formation continue pour adultes. Sur d'autres diplômes, on va plutôt avoir de la formation initiale. Donc en fait, c'est aussi ça l'enrichissement, c'est de se dire comment on va mixer ces publics qui sont différents et comment les personnes de la formation continue pour adultes qui ont déjà peut-être vécu d'autres choses dans leur vie vont pouvoir nourrir les échanges avec ces jeunes qui, eux, amènent aussi des compétences numériques. Enfin voilà, donc c'est toute cette richesse-là, oui, on imagine tout à fait. Donc là, on en est au début. Donc avec plaisir pour vous en parler plus tard quand ça sera fait. Alors, en attendant, on a une question aussi qui vient du chat. Donc, comment vous organisez-vous pour faire monter en compétence vos formateurs? Donc, sur l'organisation, vous avez des temps... Alors, pour la montée en compétence, on a monté un parcours de formation des formateurs internes, des coordonnateurs de formation. Donc ça, avec vraiment un parcours où on est sur du vraiment le pratico-pratique, c'est-à-dire qu'en fait, ils choisissent un module qu'ils faisaient en présentiel, on part du présentiel, on imagine comment on le scénarise à distance, ensuite on conçoit comment on va organiser sur la plateforme LMS la formation, donc monter complètement le parcours sur la plateforme LMS, plus concevoir les vidéos, les cours, en fait, les quiz. Donc ça demande un autre temps. Et le dernier temps, c'est en fait l'expérimentation, se dire ce module de 7h, 14h, on le met en distanciel et nous, on est aussi on est dans l'accompagnement. Donc c'est une formation action, en fait. Hein. On est vraiment dans on vous donne des billes, vous faites, on revient, on échange, et puis chacun travaille, alors soit en petit groupe sur le module, soit individuellement sur la partie théorique qu'il a envie. Et sinon, c'est l'accompagnement, en tout cas, c'est aussi beaucoup d'individuels, de hotline. T'as un problème, je viens répondre, et finalement, je te donne une indication, un conseil, et on avance, et petit pas par petit pas, on se forme à faire en expérientiel. Là, effectivement, là pour l'instant, nous on est en train d'essayer de caler une date qui est pas évidente à trouver avec tous nos formateurs extérieurs sur ce module de test, puisqu'on vous avez compris qu'on est au début de la mise en place de la LMS. Et c'est vrai qu'en fait, certainement, ce qu'il va falloir trouver, c'est comment. Parce que si on a beaucoup de formateurs extérieurs, ils sont peu disponibles. Si on veut que tout le monde arrive à pouvoir proposer des contenus, ça peut pas être l'équipe permanente qui bascule les contenus. Il faut que les formateurs soient plus impliqués. Et ça va être un peu compliqué à mettre en œuvre, d'où le délai pour monter au fur et à mesure chaque étape, formation par formation, et voir aussi quelle est leur appétence, mais aussi qu'est-ce qu'ils en retirent, quoi. Puisqu'en fait, là, on voit bien que c'est un investissement personnel et que si vous leur expliquez qu'en fait, ils travailleront 2 fois moins puisque vous ne ferez plus les modules en présentiel, ce qui a été dit tout à l'heure, ça ne va pas marcher. Et que par contre, c'est une ouverture à peut-être d'autres formes de rémunération via des droits ou l'ouverture d'autres marchés, là, ça sera plus motivant. En tout cas, pour ceux qui, par exemple, travaillent pour nous de manière en formateur occasionnel ou en prestataire.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être une dernière question avant de conclure? Ou un témoignage, ou si vous voulez vous apporter des précisions ou des... Oui, Bruno, il y a une question. Bonjour, Jérémy Dôme, formateur. Juste est-ce qu'il y a une plateforme ou une solution plutôt française de dépôt de contenu et de support de formation au regard des droits d'auteur? Est-ce que vous avez un témoignage là-dessus ou pas? Ou c'est que passer par de l'humain et la filière qu'on connaît? Très bonne question. Je pense qu'on peut interroger les gens qui sont sur les internets. S'ils peuvent apporter une réponse, ça sera super. Et peut-être que c'est vraiment quelque chose qui serait nécessaire. Parce que c'est vrai que là, on est sur une zone qui est la négociation, mais aussi où on ne sait pas trop comment faire, je pense, pour les employeurs comme pour les personnes qui amènent des contenus. Est-ce que tout ce qui existait déjà est duplicable? Par exemple, sur le droit à l'image, on sait que ça sera quelque chose qui va être... on ne fait pas de l'audiovisuel vraiment. Mais en même temps, le droit de l'image, ça vient de là, quoi. Une autre question là-bas, oui. C'est vrai que la question, elle est pas... Bonjour, moi j'avais une question concernant l'organisation du plan de charge des formateurs. Donc, je suis chargée d'ingénierie de formation dans un CFA CFPPA et j'ai notamment en charge la gestion des fiches de service des formateurs qui sont à l'heure actuelle organisées sous forme de face-à-face pédagogique. Et donc comment vous avez réussi à soit joindre les deux entre le face-à-face pédagogique et la gestion à distance? Et voilà, on a eu cette contrainte-là et ces remarques-là de le temps que je passe, comment on le compte. Voilà, c'est un peu ces questions-là qui sont pas évidentes à gérer, j'imagine. C'est vrai que c'est... en fait, on a l'impression que c'est... que ce temps, quand on prépare sa classe virtuelle ou quand on prépare son PowerPoint... c'est comme si on préparait son PowerPoint et que finalement... ce temps-là, c'était ce qu'on faisait en présentiel, parce qu'il y a toujours un temps, on sait que c'est un temps de présentiel, en fait il y a une journée de préparation, et là alors on s'est dit que c'était l'expérimentation, mais en fait à voir quand on prépare une classe virtuelle, en fait on est obligé de la repréparer à chaque fois. Donc en fait ce temps-là, c'est pas comme quand on déploie son PowerPoint à chaque cours et qu'on l'a pas regardé. Donc c'est vrai que ce plan de charge, là on l'a un peu positionné en se disant c'est de l'expérimentation mais c'est en tout cas quelque chose qui nous, on sait que ça existe et pour le moment, en tout cas, on ne l'a pas vraiment mis sur papier. Mais c'est vrai que en tout cas, c'est une précaution qu'on a et on sait qu'en fait, ce travail pédagogique, il est important en amont du présentiel à distance, quoi, sur du synchrone. Effectivement, alors là pour ce qui est des formateurs extérieurs et des formatrices extérieures, c'est vrai qu'il faut voir en fait comment on intègre ce changement dans la prise en charge de leur rémunération, parce que effectivement ça peut pas être que bénéfice pour l'organisme de formation. Et après à organiser. On voit les difficultés qu'il y a sur le présentiel. Je pense que pour certains, je pense notamment à certains formateurs chez nous qui ont des gros volumes de travail, qui sont dans l'audiovisuel et qui sont avec des plannings très compliqués à organiser. Pour eux, de savoir que le module, il se fera, même s'ils ne sont pas là, c'est très rassurant par contre. Et par contre, ce qu'il faut trouver, c'est comment ils peuvent ensuite, dans un temps asynchrone, assurer les réponses aux stagiaires, tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est du dialogue, bien connaître les contenus, bien connaître aussi la façon dont ces professionnels travaillent, pour voir qui finalement aurait le plus intérêt à avoir ces solutions-là aussi à se mettre en place. Et oui, on n'a pas non plus parlé de la nécessité aussi, quand on crée des ressources, de penser au scénario pédagogique de cette ressource, comment on l'incorpore à un scénario à distance ou dans le présentiel. Et ça, c'est
très très important. Moi, je me suis retrouvée alors pas dans mon ancienne vie professionnelle, enfin juste avant le CREPS, mais d'avoir des ressources qu'on ne pouvait pas utiliser parce qu'elles étaient hyper riches, elles étaient très intéressantes, mais on ne savait pas comment les incorporer dans les 2 ou 3 journées de formation. On avait l'objectif de formation, on avait la ressource, et on se disait, cette ressource, tant pis, on ne sait pas comment l'intégrer, donc on la donnera après, ça sera du plus. Mais on avait rémunéré des formateurs, elle était riche, elle était exhaustive, mais en fait, si on l'a montré avant, par exemple en classe inversée, en fait, on se retrouvait pendant le cours, pendant même le présentiel ou en distanciel, à se dire, je vais être obligée de répondre à toutes les questions parce qu'elle est trop, elle correspond pas à l'objectif de formation finalement. Donc c'est aussi faire attention quand on crée une ressource à se dire justement, il y aura aussi peut-être d'autres formateurs qui vont travailler plus tard, qui interviendront et qui auront cette ressource entre les mains. Et donc juste au moins expliquer, donner des informations sur comment utiliser cette ressource. Je pense que c'est important, que ce soit même en interne, les coordonnateurs de formation, de se dire on peut changer, on peut, on n'est pas... on peut se retrouver sur des formations qu'on ne maîtrise pas tout à fait et de changer et d'avoir ce scénario de la ressource. C'est vrai que là aussi, ça vous permet de savoir ce qui a été ouvert, ce qui n'a pas été ouvert, selon dans l'intégration dans le scénario pédagogique et dans le process. Ça vous permet de voir en fait ce que vous pensiez qui était efficient et qui en fait, il n'y a jamais personne qui l'a regardé parce que c'était trop lourd ou parce que vous l'avez mal amené dans votre pédagogie. Il ne faut pas tout le temps accuser on va dire l'utilisateur ou l'utilisatrice. Si ça n'est pas saisi, c'est que quelque part vous n'avez pas donné envie de s'en saisir, quoi. Et ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que peut-être c'est comme en design, finalement, des fois, peu c'est suffisant, quoi. Et qu'il ne faut pas charger la mule absolument, quoi. Une question encore ? Alors ça va être la dernière. Oui, bonjour. J'avais une question plutôt sur la partie apprenant. Justement, comment vous évaluez leur satisfaction par rapport à ça? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que déjà vous l'avez fait avant de mettre en place toutes vos solutions à distance, ou est-ce que c'est prévu? Est-ce que vous remettez en question finalement chaque année, en chaque parcours de formation, tous ces outils numériques et la relation entre présentiel, distanciel, voilà. Comment tu l'as prévu, toi? Alors après, il y a Calliope quand même qui nous oblige à faire voir s'ils sont vraiment tout le temps contents. Alors moi, il y a un mystère que j'aimerais qu'on élucide aujourd'hui, puisqu'on est tous présents. C'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des notes en dessous de 80%? Parce que c'est quelque chose de dingue. Quand tu dois avoir 80, quand tu es à 77, tu vas te dire mais à quel point j'ai foiré, quoi. C'est pas possible. Tous mes collègues ils sont à 92 et moi je suis à 77. Il y a un vrai problème. Donc, l'évaluation c'est très important. À l'heure actuelle, je trouve que les questionnaires d'évaluation, excusez-moi de jeter un pavé dans la mare numérique, mais c'est quand même basique de chez basique. Et c'est super dur. Alors quand vous distribuez les fiches à la fin de votre intervention, il faut dire qu'il faut vraiment que vous ayez sacrément merdé pour vous faire défoncer. On peut se le dire franchement. Et à distance, pareil, il faut vraiment. Après, je dis ça, je dis rien. Peut-être que quand on va faire quand on va mettre notre premier module en place, on va se faire défoncer. Je me mordrai la langue d'avoir dit tout ça. Mais c'est vrai que les questionnaires, tout ça, c'est un peu la seule façon. Est-ce que tu as vu d'autres façons, toi? Oui, donc moi je suis d'accord sur la qualité du questionnaire basique, de Calliope. Ça correspond pas. Donc nous on fait c'est un questionnaire où de toute fin c'est aussi le formateur qui pose la question et qui a le retour. Nous on se dit que à distance en fait c'est aussi on propose le distanciel à nos stagiaires. Parce que ça a un intérêt pour eux aussi, qu'ils se déplacent pas, ils y trouvent de l'intérêt. S'ils jouent pas le jeu, en fait, on redégaine le présentiel. On a vécu la phase où on était obligé d'être à distance. Là, on n'a pas d'obligation. Donc, c'est aussi de se dire, on fait des temps d'évaluation chemin faisant là sur toute la durée de la formation. Et c'est quand même plutôt de l'évaluation formative. On est sur du question-réponse plutôt qu'un questionnaire à la fin de la formation.
Je vous propose de conclure là-dessus. Donc juste rappeler que sur le site, notre site internet, donc cariforefoccitanie.fr, vous avez une nouvelle rubrique pratique et innovation pédagogique où vous pouvez retrouver toutes les ressources évoquées aujourd'hui, quasi toutes, et les ressources également évoquées hier lors des tables rondes. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder aussi notre site. Juste Tiffaine, rappelez le nom du blog. Bon, ça a été une demande sur le chat de... C'est le RNSPF. RNSPF, réseau numérique. J'ai le F bon, qui voilà, de toute façon, il y a une adresse mail pour poser les questions aussi après. Et donc, du service public de formation, pardon. Oui, service public de formation. Et donc, au final, pour conclure, la bonne stratégie, on ne peut pas dire qu'il y en ait de bonne ou de mauvaise, pour reprendre un célèbre film, la bonne stratégie, c'est celle qui va correspondre finalement à vos enjeux, vos objectifs et à vos besoins. Petit pas par petit pas. Voilà. Oui, je crois que la bonne pédagogie, la bonne méthode, c'est finalement la vôtre et aussi celle qui est adaptée à vos publics. Parce que je crois que là, on était un peu dans une abstraction, mais on voit bien que le domaine du sport, c'est particulier. Le domaine, par exemple, nous, on va dire dans les industries culturelles et créatives, c'est encore certainement des publics qui sont un peu particuliers, etc., etc. Donc je crois que ça, c'est vraiment important. Ça me fait penser à une autre ressource, c'est l'école branchée, qui est en fait un collectif, c'est québécois. C'est plutôt des gens de la pédagogie, on va dire éducative, quoi, c'est l'éducation de là-bas, et c'est très très intéressant ce qu'ils font, ce qu'ils développent, notamment sur leurs réflexions, même si c'est très scolaire, hein, c'est adapté à un public scolaire, c'est très enrichissant pour la réflexion sur les outils justement, comment on peut faire. Et si je peux me permettre, juste sur le blog du RNSPF, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des commentaires et plus on échangera entre pairs, plus mieux on évolue tous ensemble, donc avec plaisir. Le blog du RNSPF. Eh bien, merci encore Tiffaine Ventre et Yves Beauménel encore pour votre confiance et pour votre intervention du jour. Et merci de votre participation, à la fois en présentiel et en distanciel. Et on se donne rendez-vous à 16h, donc pour la conférence de clôture et à l'auditorium Pasteur, donc au niveau 2. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.